Chers compatriotes et participants du 13e sommet de la finance en Haïti, je vous salue cordialement et humblement ce matin et vous remercie de l'honneur de cette invitation à prononcer un discours magistral au début de ce sommet de la finance baptisé Économie et écologie. Ils sont souvent nombreux, les financiers qui n'osent pas voir la relation entre ces deux branches du savoir. Certains prétendent même que l'économie est du domaine des sciences sociales et l'écologie est du domaine des sciences de la nature. La réalité est que nous vivons tous dans un monde où tout est transversal. Même le grand public confond parfois la finance et l'économie. Puisqu'il est parfois bon de faire des rappels, je dirais simplement que la finance, pour importante qu'elle soit, ne constitue qu'un sous-secteur de l'activité économique. La question économique fondamentale est concernée par les activités humaines de production et de distribution de cette production, lesquelles comportent d'importantes conséquences en amont pour les ressources utilisées, la terre, la main-d'œuvre, le capital financier, le capital physique, la technologie, et en aval sur les résultats provoqués par la façon dont les ressources furent utilisées. Distribution des revenus, richesse et pauvreté, transformation sociale, transformation du décor initialement trouvé dans la nature physique elle-même. Et c'est ici que l'économie rejoint l'écologie. Pour bien comprendre la relation, il nous faut citer le grand fondateur de la chimie moderne, Antoine Laurent de Lavoisier, qui prononça une phrase célèbre depuis le XVIIIe siècle et que tous les livres de chimie répètent encore aujourd'hui en plein XXIe siècle, à savoir, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est bien le principe de la transformation de la matière, bien connu des hommes de sciences naturelles et moins connu des gens de sciences sociales. Lavoisier avait déjà compris tout cela, peut-être parce qu'il était aussi un agronome, un économiste, un homme de loi et un percepteur de deniers publics. Les modèles économiques ont toujours parlé de transformation. Transformation d'intrants en extrants, transformation technologique, transformation sociale. Cependant, ce n'est que vers la fin du XXe siècle que les économistes font revivre Lavoisier, au vu et au su de la pollution de l'air provoquée par l'industrialisation grandissante de par le monde et la grande utilisation des différents moyens de transport. Le Club de Rome a réveillé les consciences en ce sens. En d'autres termes, l'oxygène qui rend la vie possible pourrait-il devenir une ressource rare et non disponible gratuitement aux humains, riches et pauvres? Ensuite, un peu plus tard, la crise du pétrole qui débuta vers 1973 a forcé les économistes à intégrer l'énergie dans les fonctions de production. Sans énergie, qu'adviendra-t-il du transport? Qu'adviendra-t-il des machines industrielles? Qu'adviendra-t-il de n'importe quel système basé sur l'automatisme? Il faut de l'énergie pour mettre les choses en mouvement. Et on s'est souvenu que la continuité du progrès de la vie moderne exige un intrant appelé énergie
qui se retrouvent dans la nature sous des formes parfois limitées. Et si cette ressource naturelle devient rare et même épuisée, serait-ce la fin de l'histoire? Dès lors, quoi faire pour découvrir d'autres sources d'énergie potentiellement inépuisables? Et on a pensé au soleil. Heureusement qu'il luit pour tous. Mais il faut découvrir comment procéder pour que cette source soit économiquement et financièrement valable. Il a fallu 50 années de rappel constant pour voir les voitures électriques sortir des usines et pour observer que nous pouvons vivre dans des maisons alimentées par l'énergie solaire. On a pensé aussi à autre chose. Les unes dangereuses, par exemple la fission atomique, d'autres moins dangereuses, par exemple la fusion atomique, d'autres enfin se trouvent à différents stages de développement, vitesse du vent, force des courants de mer, etc. La grande leçon à tirer est que sans des alternatives viables, le grand avancement dans le niveau de vie qu'a connu une partie de l'humanité viendrait à sa fin. Du point de vue éthique, est-il permissible que 2 siècles d'histoire favorables au tiers du monde, possédant des revenus élevés, puissent empêcher le progrès des 2 autres tiers et possiblement compromettre la vie des futures générations dans le monde entier? Aujourd'hui, on comprend très clairement que les émissions à effet de serre sont responsables de changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer. On voit les conséquences. La Floride qui s'inonde. En Chine et au Japon, l'air est parfois irrespirable. En Europe, il fait tantôt plus chaud, tantôt plus froid qu'avant. L'eau douce devient rare sur tous les continents pris ensemble. En Haïti, nous sommes certainement concernés par ces phénomènes d'importance planétaire, car il y a des villes en danger, vu leur position par rapport au niveau de la mer. Je pense au Gonaïves, je pense à la ville d'Écailles. Il y en a d'autres. Nos îles adjacentes sont aussi visées. Toute la Caraïbe peut perdre de l'espace terrestre. Les activités et les infrastructures touristiques qui sont souvent placées au bord des plages vont souffrir. Le gagne-pain aussi va souffrir. Il est aussi prévu que l'aéroport international de San Juan, par exemple, San Juan de Porto Rico, sera inondé complètement d'ici 10 à 20 ans si la situation ne s'améliore guère. C'est le moment maintenant de tourner notre regard sur une autre situation écologique affectant Haïti d'une manière très particulière sur le plan économique. Je veux parler de l'érosion de nos mornes. Elle aussi découle des activités de production menées sur ces montagnes et les négligences qui ont accompagné ces activités. Nous avons affaire avec un territoire aux 3/4 montagneux et des montagnes souvent fortement inclinées. Certains endroits doivent carrément être des aires protégées ou ils ne le sont pas. On a coupé les arbres avant et après 1804 pour exporter du bois précieux pour la construction de maisons et de palais en Europe. Nous avons voulu faire pareil dans la partie est de l'île sous l'occupation de Boyer, apparemment dans le but de trouver une partie des devises nécessaires à une économie étranglée par la dette de l'indépendance. Après l'indépendance, nous nous sommes révoltés contre la canne à sucre comme moteur de développement, car elle fut perçue, à juste titre, comme synonyme
des conditions de travail esclavagistes. Cette industrie réclamait nos meilleures terres plates et une énorme force de travail précisément non rémunérée monétairement, qui périssait biologiquement sous le poids des efforts physiques à déployer et dont le renouvellement réclamait continuellement l'importation de nouveaux esclaves africains tout au long du XVIIIe siècle. Le peuple haïtien a compris, avant tous les autres peuples de la Caraïbe, que la canne à sucre ne faisait pas son affaire. Même le Cuba révolutionnaire ne s'en était pas rendu compte plus d'un siècle et demi après les anciens esclaves de Saint-Domingue. Cependant, nos compatriotes habitant dans les montagnes pour y mener leur vie de liberté ont dû opérer un certain degré de land clearing, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour créer l'espace nécessaire pour se produire à manger et monter ce que les historiens ont dénommé l'économie de jardin. Plus de vivres et moins de denrées. Cependant, les denrées sont aussi nécessaires pour trouver les moyens de financer l'importation de ce que nous ne pouvons pas produire pour l'instant, le linge, le kérosène, les chaussures et bien d'autres articles de consommation à l'époque. Sans oublier les instruments de travail, c'est-à-dire le capital physique, devant maintenir même un minimum de status quo dans le cas d'une économie en décroissance. Et il faut aussi les devises pour payer la sempiternelle dette. Les paysans ont trouvé une solution dans la production du café. Donc, l'exportation du café au XIXe siècle a remplacé celle du sucre. Si bien il est vrai que le café en montagne et la couverture végétale réclamée pour cette culture protègent la terre contre l'érosion, l'augmentation continue de la population exige à travers le temps plus d'espace pour les vivres et par conséquent moins d'espace pour le café. Les vivres sont d'abord constitués de maïs et d'haricots, production définitivement non adaptée à la conservation des sols montagneux, car ces productions réclament du soleil et donc de l'abattement des arbres. Petit à petit, l'érosion de terre s'est installée, on perd la productivité des montagnes, donc chaque génération reçoit moins à manger que la précédente. La misère devient plus grande. Aussi, avec l'abattement des arbres, le cycle naturel de l'eau est perturbé de façon négative. L'eau de ruissellement court plus vite à même le sol et non en dessous du sol. Les rivières et les sources sont déstabilisées. On perd aussi une partie des plaines et même de la productivité des côtes, autrement poissonnées, peut être affectée. Et la misère s'installe plus profondément encore. Par ailleurs, la politique fiscale de l'État a fait empirer les choses. Pendant longtemps, la taxe sur l'exportation du café constituait l'une des plus grandes sources de revenus fiscaux de l'État haïtien. Taxer l'exportation, Haïti le faisait. Ces revenus servaient à payer les employés publics largement placés en ville, la capitale en tête. Les grandes maisons de commerce réalisaient ce travail administratif d'émettre les chèques à l'État. Ceci n'implique pas nécessairement que le poids économique de cette taxation retombait sur ces grandes maisons. De fait, l'incidence de cette taxation retombait sur les paysans producteurs. En fin de compte, le café succomba progressivement sous le poids de l'augmentation de la population, réclamant à manger, et sous le poids d'une politique fiscale qui ne lui était pas favorable,
c'est le cas de dire et de répéter l'État contre la nation. Tout ceci a été étudié pour Haïti. Je n'invente absolument rien. Je ne fais que décrire comment l'érosion des sols constitue un facteur dans la réalité de notre sous-développement. En détruisant une partie importante de notre écologie, nous avons réduit considérablement les possibilités de produire les vivres qui nous alimentent. En République voisine, l'État a mis l'armée à planter des arbres en montagne et a mis des économistes à gérer le ministère de l'Environnement. Jusqu'à présent. Pour terminer, je veux toujours retourner à la case de départ. Pour Haïti, comme pour toute la planète, l'activité économique doit respecter le principe avancé par Lavoisier 2 siècles et demi plus tôt. À savoir, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Toute transformation économique qui ne prend pas en considération sérieuse les lois de la nature sera vouée à l'échec, tôt ou tard, sous le poids des externalités ignorées par les marchés qui ont du mal à reconnaître ces externalités et qui sont disposés, les marchés, qui sont plus disposés à enregistrer les offres et les demandes, principalement sur la courte durée. Le développement est toujours l'affaire de la longue durée. Haïti ne sortira pas de son sous-développement tant qu'on n'aura pas résolu l'érosion de nos montagnes. Car la perte du contrôle du cycle naturel de l'eau peut tout détruire l'espace d'un matin. La planète peut périr si l'air devient trop contaminé. Haïti peut périr si nous ne reprenons pas le contrôle du cycle naturel de l'eau. C'est là qu'on comprendra les sérieuses connexions entre l'économie et l'écologie. Je vous remercie.